21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Salut Guillaume. Salut les amis, ça va bien? Ben ça va, comment se porte Jupiter? Ça va. On est parfois confinés, parfois pas, parfois à la maison de la radio, parfois pas. On s'adapte, on est un petit peu comme tout le monde en ce moment. Mais en règle générale, ça va, on est toujours à l'antenne, on continue les conneries, donc on s'amuse. En ce qui concerne les gilets jaunes, donc il y a une question qui arrive. On nous dit qu'au début des gilets jaunes, on a vu du Guillaume Meurice sur les manifs. Est-ce que c'était juste pour le boulot ou est-ce qu'il y a quand même un attachement personnel? Parce que Guillaume Meurice, quand on lit un petit peu des petites bios comme ça... J'aime bien quand vous m'appelez Guillaume Meurice. Guillaume ça Meurice. me donne un côté hyper solennel, un petit peu expert, j'ai l'impression d'être sur CNews. On dit... J'ai l'impression qu'on va parler d'islam dans 2 minutes. Non, mais on pourra à l'occasion, on se rappellera. Mais sur Wikipédia, par exemple, il y a marqué, par exemple, que vous êtes caustique. Bon, ça, on s'en fout. Mais il défend ouvertement des idées de gauche. Donc, c'est marqué ça sur Wikipédia. Ouais, c'est écrit. Il défend ouvertement des idées de gauche, ainsi que la cause animale. Ah ouais. C'est plutôt bien observé. Il faut être de gauche pour aller à des manifs des Gilets jaunes? Ah, je crois pas. Non, je crois qu'il y avait de tout justement. C'était le principe des Gilets jaunes, c'était qu'il y avait pas tellement de mots d'ordre. Ça a évolué quand même ce mouvement-là. Donc au départ, le mot d'ordre était, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout suivi, plutôt sur la fameuse taxe carbone qui a été un petit peu l'allumette qui a embrasé un petit peu tout le bazar. Et puis après, les mots d'ordre ont évolué jusqu'au RIC, qui moi me semblait plutôt être une chose intéressante. Plus de démocratie, ça me semble toujours une chose intéressante. Mais après, on a entendu un peu tout et n'importe quoi comme mot d'ordre. Donc, Tu utilises le passé quand tu parles des Gilets jaunes, t'as le sentiment que ça n'existe plus? J'ai l'impression que malheureusement, à cause de ce confinement, j'ai l'impression que le mouvement s'est un peu essoufflé, mais le mouvement en tant que tel, après la colère de nos concitoyens, si je veux parler comme les politiques, à mon avis, non, c'est pas étouffé, puis elle a bien raison de pas s'étouffer, quoi. Les inégalités explosent, enfin voilà, je vais pas te dire des trucs de gauche qui vont conforter ma bio Wikipédia, mais effectivement, il y a des raisons d'être en colère face aux inégalités, Il y a toujours des... Oh là là, je dénonce. Ouais, je vois ça. Il y a toujours des ronds-points qui subsistent. Là, on est ce soir avec des représentants d'un rond-point dans le Val d'Oise à Saint-Brice-sous-Forêt. Et tous les samedis, ils vont mettre des créations, des banderoles, des fleurs jaunes avec des messages, etc. Ils continuent à y aller. Et même, je t'enverrai une photo où certains et certaines de ce groupe vont faire leurs courses avec leur chariot chez Carrefour en mettant des messages sur les côtés. Sur des pancartes jaunes, et ils font leurs courses avec leurs revendications qui sont inscrites en gros sur les côtés. Tu vois. Si tu veux ma petite analyse, parce que c'est ça qui t'intéresse. Oui. J'ai l'impression que c'est venu on appelle ça d'ailleurs un mouvement, parce que c'est venu de quelque chose qui était un peu mis dans l'ombre, étouffé, on va dire, dans la société, ou en tout cas que les médias ne voulaient pas pointer du doigt. Enfin, cette colère qui existait, c'est ce sentiment d'injustice, en fait. D'où vient cette colère? À pas trouver de représentants ni en politique ni avant, c'était un peu les syndicats qui occupaient ce rôle-là, quoi. Mais les syndicats maintenant sont complètement dévoyés, donc il y a un moment donné, il y a des gens qui se sont dit on va le faire tout seul, et puis on va aller directement, nous, sur les ronds-points, dire ce qu'on a à dire, quoi. Le problème, c'est que c'est beaucoup récupéré. Alors là, ça n'a pas trop été récupéré par des partis politiques, mais tu as toujours des figures émergentes du mouvement qui représentent pas forcément le mouvement, parce que c'est très compliqué, un mouvement qui dit non, nous on veut pas de représentants. Alors qui parle et comment ça s'organise? Enfin, c'est hyper intéressant à regarder en termes même ethnologiques, quoi. Comment tout ça se met en place. C'est un peu un système chaotique. Et c'est difficile, en fait, de ce moment-là de faire ressortir des revendications nettes et précises, quoi. Et c'est un peu dommage que les syndicats n'aient pas eu un rôle à jouer là-dedans. De leur faute, de deux raisons, quoi. Macron qui a complètement zappé les syndicats, qui a zappé en fait ce qu'on appelle les corps intermédiaires, donc il a niqué tous les partis politiques, et après il a niqué tous les syndicats, donc il s'est retrouvé tout seul face au peuple, et ça il s'est pas bien géré. Et puis aussi il y a une faute des syndicats aussi, qui n'ont pas été capables de s'organiser, et puis de continuer à représenter
un porte-parole des travailleurs et des gens qui en chient, quoi. Est-ce que tu as vu une évolution dans la dégradation des violences policières, de la gestion de la police face aux mouvements sociaux? Moi, j'étais pas vraiment dans les manifs. Moi, de mon regard personnel sur le terrain, je peux pas te dire. Non, j'étais pas à toutes les manifs. J'étais pas non plus devant. Mais après, est-ce que les violences policières existent? Enfin, c'est le mec Castaner qui dit il n'y a pas de violence policière. Enfin, il devrait démissionner immédiatement. Darmanin qui dit il n'y a pas de violence policière c'est absolument incroyable que dans ce qu'on appelle une démocratie, c'est un mec, on lui dit le ciel est bleu, il dit non, il est pourpre avec des reflets fuchsia, quoi. Enfin, ils prennent vraiment les gens pour des cons, et ça c'est sûr que pour apaiser la colère, ils s'y prennent pas très très bien, les gars, quoi. En fait, si on veut parler globalement, l'idée de la police, je trouve une idée intéressante, puisque c'est normalement une force qui doit se placer entre les faibles et les forts pour défendre les faibles, en fait. Techniquement, si tu te fais taper par un mec dans la rue, il y a un flic qui arrive, eh ben, il va prendre ton parti et puis te défendre contre le fort. Mais la police est aujourd'hui utilisée pour faire exactement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que tu subis énormément dans la vie. Je dis moi j'ai la chance d'être un privilégié parce que je bosse à la radio, je suis payé à faire des blagues, etc. Mais quand on a une galère pour trouver un emploi, qu'on lutte pour ses droits, etc., il y a la police qui arrive, non pas pour te défendre toi, mais pour te taper sur la gueule. Donc là, c'est la mauvaise utilisation de ce qu'on appelle la police, quoi, de l'outil police. Et le film de David Dufresne qui s'appelle Un pays qui se tient sage est hyper intéressant, hyper éclairant à ce niveau-là, parce qu'il pose la question de qu'est-ce que c'est la violence légitime, quoi. Et à quel moment dans une démocratie tu confères la violence physique, c'est-à-dire vraiment tu te fais taper sur la gueule avec des coups, avec des bleus, des yeux en moins et des mains en moins, à qui tu confères ça, quoi, à qui tu le délègues, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est absolument, évidemment, insupportable et complètement con de dire il n'y a pas de violence policière alors que tu as je sais pas combien de vidéos qui tournent de partout, et les mecs qui mettent des coups de matraque au hasard. C'est vraiment incroyable, quoi. Mais toi, aujourd'hui, tu as une carte de presse, tu es considéré comme journaliste? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas de carte de presse. Non, je suis chroniqueur, humoriste, quoi. Ça me va très très bien. Non, je suis pas du tout journaliste. Bon, des fois, on me confond avec un journaliste parce que ma manière de faire, d'aller interroger les gens, ça peut ressembler parfois à ce que font des journalistes, des mauvais journalistes d'ailleurs. Élise Lucet en homme? Non, pas du tout. Avec de l'humour en plus. Élise Lucet, elle a une équipe avec des gens qui font ce qu'on appelle vraiment de l'investigation, qui travaillent des dossiers. Non, moi je fais des blagues. Ça me va très bien déjà. Mais aujourd'hui, on te reconnaît, on sait que tu viens pour te moquer des gens dans certains lieux. Alors, deux trucs. Je me moque pas des gens, si je peux faire une petite précision. Je me moque des raisonnements qu'on peut avoir. D'accord. Et des failles logiques qu'on peut avoir. Je dis on parce que j'en ai aussi, tu vois. Et des contradictions, des petites lâchetés et tout ça m'intéresse beaucoup. J'insiste là-dessus parce que, par exemple, ce que je fais à la radio, je le ferai pas à la télé parce que justement, je veux pas me moquer des gens et je veux pas que la personne qui dit une connerie à mon micro, on la reconnaisse dans la rue le lendemain en disant ah, c'est la personne qui a dit une connerie au micro. On dit tous des conneries, on a tous nos biais idéologiques. Ça m'intéresse de questionner ça, mais c'est plus ça qui m'intéresse que la personne qui me le dit. Et la deuxième partie de ta question était est-ce qu'on me reconnaît? Ça arrive, mais c'est pas non plus. Je suis pas les Beatles, ça. Non, mais la radio est télévisée maintenant. La radio est télévisée. Maintenant, ça, c'est un peu regrettable, ou bien c'est peut-être une évolution. Moi, je suis un peu vieux jeu, donc. Écoute, j'étais hyper vieux jeu avant. J'étais comme toi, en fait. Et puis c'est vrai que c'est quand même vachement plus partagé sur les réseaux sociaux, la vidéo, quoi. Ouais, énormément. Et donc, ça, c'est lié à la manière de servir d'internet. C'est vrai que dès qu'on a une image qui bouge, mais ça c'est parce qu'on est des êtres humains, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. On a plutôt tendance à être attiré par une image qui bouge que juste du son. Mais là maintenant on me demi-reconnaît puisqu'on fait de la radio mais masqué. C'est vrai. Oh, t'as une coupe de cheveux qui permet quand même d'avoir un peu blancs, très peu de doute en fait, quand même. C'est vrai que ça confirme assez rapidement. Pour dire la vérité. La télé, elle t'a appelé, la télé? Elle avait envie de te voir? La télé m'a appelé pas mal au début et je pense qu'elle va me rappeler l'année prochaine quand il y aura les élections présidentielles. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, la télé n'a pas beaucoup d'imagination. La télé, elle te propose de faire ce que tu fais à la radio, mais avec une caméra. Ce qui fait que, non, ça m'intéresse pas trop, pour les raisons précédemment citées.
Et j'ai l'impression qu'on a moins de liberté à la télé. Je ne saurais pas trop à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression que la radio, c'est quand même encore un petit peu protégé à ce niveau-là. Et ça m'attire pas beaucoup, non. Les expériences que j'ai eues en télé m'ont refroidi d'ailleurs. J'avais fait à l'époque des attentats de Charlie Hebdo, j'étais à Canal+, je devais faire la nouvelle édition. Et ils avaient refusé de me diffuser un dessin de Charb à l'époque, et du coup je m'étais barré. Alors quand aujourd'hui je vois ce qui est devenu Canal+, c'est un peu flippant. Ouais, c'est la grande distribution, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Après c'est normal, un média ça évolue. Enfin, on a évidemment tous les membres là du Rond-Point qui souhaiteraient qu'un jour tu puisses venir avec ton micro dans le Val d'Oise. Tu dépasses pas Paris, toi, maintenant? Ouais, si, je te dis, le premier sujet que j'avais fait sur les Gilets jaunes, c'était, j'étais en tournée en Bretagne, je crois. Donc, quand je suis en tournée, bon là malheureusement, évidemment, voilà, il n'y a plus tellement de tournées avec mon spectacle, mais j'en profite souvent pour faire un micro-trottoir sur le marché du coin ou quand il y a un événement, ouais. Donc pourquoi pas, ouais. Val d'Oise, c'est où alors exactement? Il est où son coin? C'est le nord de Paris. Oui, ça je vois, mais département d'Île-de-France. Mais j'imagine, mais il y a pas mal de ronds-points dans le Val d'Oise, faut pas que je me trompe. C'est à Saint-Brice-sous-Forêt et c'est le Okay. rond-point qui donne sur la grande distribution, sur le capitalisme. Carrefour y est installé. Donc, je vois bien. Je t'emmènerai faire un petit tour chez Carrefour juste après. Eh ben, pourquoi pas, je te tiendrai au jeu en tout cas, mais ouais, carrément, pourquoi pas, ça fait un bon sujet, ouais. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi et puis merci à vous les amis, courage et lâchez rien comme on dit. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.